Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast À cœur ouvert avec Alex. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel, croissance personnelle, des moments plus difficiles, puis j'ai trouvé la personne parfaite pour parler de ça. David Bernard, bonjour. La personne parfaite. La personne parfaite pour parler de ça. Tu me donnes de la pression sur les épaules, je trouve. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir, Alex. Je te l'ai dit hors caméra, mais je vais te le redire aussi, d'avoir pris le temps d'accepter avant même que le podcast soit commencé. J'ai vraiment apprécié. Puis je suis super reconnaissant, sincèrement. Ça me fait plaisir. Avant toute chose, j'en sais, tu me parles un peu de toi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Hey boy, moi, je veux tout savoir. Hey, j'ai 47 balais, mon homme. Là. Si tu veux que je te parle de moi, je vais te faire une histoire. Ça va être, OK, il est né, il a vu, il a conquis, il a mangé une varlope, il s'est replacé. Il a vu, il a conquis, il a mangé. Mais tu es né à Drummondville et tu es très fier de toujours... Tu as dit que c'était une grande fierté pour toi de dire que tu étais né à Drummondville. Absolument. Oui. Je suis Drummondvillois natif. À 25 ans, je suis déménagé à Montréal. Je suis devenu Montréalais d'adoption pendant presque une douzaine d'années. Quand ma fille Eva est née, j'ai pris la décision de sortir de la ville, aller m'installer sur la rive nord de Montréal. Et depuis, c'est là que je suis. Là, maintenant, depuis un an, ça fait quasiment chier de dire ça de même, là, mais je vis ma best life. Je me suis acheté une belle maison dans un champ au milieu de champs de soya, de maïs. Génial. Puis je suis entouré de nature. Je me lève le matin, puis le vent qui souffle. Puis c'est le fun parce que je suis un peu comme dans le rythme de la vie, mais encore plus dedans parce que là, je le vois. C'est comme si l'été, c'est une mer de vert, les champs au vent. Là, l'automne, ça devient jaune. L'hiver, ça devient comme un manteau blanc. Il y a juste le printemps, c'est un trou de bête, tu sais. Mais ça m'amène dans le rythme de la vie, de me rappeler ça, parce que des fois, j'ai tendance, même encore à mon âge, je veux que ça aille vite, tu sais. C'est pour ça que j'ai écrit Ralentir pour réussir, pour m'auto-coacher. Mais donc, bref, c'est ça. Écoute, si tu veux que je te parle de moi, un ancien boxeur olympique qui a vécu beaucoup d'adversité dans sa vie. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu beaucoup d'intimidation, jusqu'à me faire casser un bras là, à l'école. Bien, je suis content, en fait, que tu parles de ça, parce que c'était un peu là, je voulais commencer, justement, que ton adolescence, ton secondaire était très difficile aussi. Ouais. Comment un peu, tu peux-tu un peu nous parler de ça? J'étais un petit garçon très introverti qui avait beaucoup de difficultés à connecter avec les gens, à communiquer avec les gens, à aller vers les autres. Puis cerise sur le Sunday, par-dessus tout ça, j'étais là. Mais souvent, parce que justement, t'es dans cette énergie-là, t'attires des gens qui sont en harmonie avec la fréquence. Ouais. Fait que j'attirais à moi des bullies, des intimidateurs. Fait que pendant une bonne partie de ma jeunesse, je me suis fait intimider. J'ai même changé d'école. Ça m'a amené à avoir des troubles de comportement. Fait que, tu sais, moi, mon primaire et mon secondaire, ça a été... Je revivrai jamais ça. Ça a été extrêmement difficile, mais... Tu sais, j'avais de la difficulté à trouver ma place dans tout ça. Mais une chose que j'ai commencé à enseigner avec les années, c'est que bien souvent... ton plus beau cadeau dans la vie, là, il est placé juste à côté de ta plus grande souffrance ou de l'affaire la plus difficile dans ta vie. T'sais, pour ceux qui nous écoutent, là, tu te dis hey, ça n'a pas de bon sens, c'est tellement difficile, c'est tellement une période tough ou c'est tellement on dirait une punition de la vie. En réalité, probablement que juste à côté, tu as un cadeau extraordinaire que tu n'as juste pas encore perçu. Comme par exemple, dans mon cas, le cadeau, c'était que quand je suis arrivé au cégep, je suis devenu complètement passionné, pour ne pas dire obsédé, à l'idée de connecter avec les gens, de comprendre l'humain. Fait que je me suis lancé en socio, en philo, en psycho, en PNL, programmation neurolinguistique, puis j'étais allé acquérir vraiment plein de skills, plein d'habiletés pour rentrer en relation avec les gens. Puis ensuite de ça, c'est comme si là, je me suis propulsé à... Je voulais comprendre la scène. Fait que c'était jeu à la caméra, théâtre, construction de personnages, tout ça dans l'optique de quoi? D'être capable d'exercer mon métier, ben là, celui que je rêvais de faire, c'est-à-dire devenir conférencier. Puis là, ça fait 19 ans que je fais ça, que je parle devant le monde. Mais je l'ai réalisé, je pense, c'était juste une perception, mais à cause que quand j'étais plus jeune, je la trouvais pas ma place. Puis j'étais pas capable de communiquer. Puis c'est devenu tellement brimant dans moi, tellement comme... J'étais tellement tanné, puis je voulais plus être une victime. J'ai décidé de me responsabiliser. J'étais allé chercher les outils. Puis ça a complètement 180 transformé ma vie avec le temps. Wow! Puis à quel moment t'as fait vraiment le switch de comme, bon, là, je suis tanné de me faire persécuter. Je veux changer ça. Parce que t'as dit, rendu au cégep, j'ai commencé à apprendre des cours justement pour mieux communiquer. Puis comment t'as eu le gars de faire, bon, là, ça, je suis tanné. Aujourd'hui, ça change. J'ai pas de réponse parfaite, préfaite, une cassette pour toi. Dans le sens que, tu sais, j'ai commencé à faire de la boxe quand même assez jeune. Ben oui. Et pourtant, je me faisais intimider pareil
parce que c'était comme, hey, le boxeur, tu sais. Fait que là, c'était comme la raison de plus. Mais moi, j'étais un athlète qui faisait ça dans un environnement X, qui était dans un ring. J'étais pas un batailleur de rue, tu sais. Je me suis battu une fois dans la rue. Mais à un moment donné, après cette bataille-là dans la rue, j'ai fait, là, ça va faire. Ouais. Il n'y en a plus un qui va venir me faire chier, qui va essayer de me taper dessus, c'est terminé. Puis à partir de ce moment-là, c'est comme si c'était vraiment le bully en chef de l'école. J'étais en secondaire 4, si je me rappelle bien. Il s'appelait Jean-François, si je me rappelle bien. Puis dans ce temps-là, il y avait une mode, on les appelait les poêles. C'était les plus rockers un peu, tu sais, cheveux longs. Puis lui, il s'était dit, je vais me battre contre le boxeur, tu sais, qui était venu me pousser, puis tout ça. Puis bref, on s'était donné rendez-vous après l'école, puis on s'était battus ensemble. Puis à partir de ce moment-là, c'est comme si là, j'ai pris position de... Il n'y en a plus un qui va venir me taper, là, parce que I'm gonna hit back. Ben oui. Ceux qui me frappent, je vais les frapper. Fait que ça a été comme un peu l'élément déclencheur de... je veux m'approprier mon pouvoir, puis me responsabiliser, puis arrêter d'être une victime dans la vie. Arrêter d'être une victime dans la vie. J'étais tanné de ça. Ouais. Puis ça a été premièrement physiquement d'abord, puis éventuellement, un peu plus tard dans ma vie comme adulte, émotionnellement puis psychologiquement, où j'ai compris que... Regarde, c'est pas un secret, tout le monde sait ça, là, mais on est tous fuckés. Ben oui. On est tous blessés. Oui. On a toutes des blessures, que ce soit le rejet, l'humiliation, l'abandon, la trahison, l'injustice. C'est les grandes thématiques de l'humain. Là. On est tous blessés. Nos parents nous ont fuckés, puis on fuck nos enfants en vieillissant, même si on veut pas. On leur donne le meilleur de nous autres, mais on leur donne aussi nos peurs, nos croyances limitantes, toutes sortes d'affaires de nous autres. Fait que ta blessure, c'est pas de ta faute. En vieillissant, tu comprends à un moment donné que tes parents et ton monde autour de toi ont fait ce qu'ils pouvaient, mais que t'es comme t'es. La question, c'est pas ça. Parce que la blessure, c'est pas de ta faute. Mais en vieillissant, quand tu deviens conscient, ta guérison, ça devient ta responsabilité. Ah, j'aime tellement ça. Fait que c'est pas une question de... C'est la faute de mon père, de ma mère, de mon prof, de mon frère, de ma soeur, de mon grand-père. Regarde, à un moment donné, il faut que tu sortes de ton histoire. Là, puis tu te dises, est-ce que je veux rester une victime toute ma vie ou est-ce que j'ai envie de m'élever, de me guérir, de me libérer, de m'ascensionner, de passer à la prochaine étape? Puis pour passer à la prochaine étape, c'est impératif, il faut que tu prennes responsabilité. Il faut que tu te dises, OK, je veux me guérir. Ça suffit. Tellement cette façon de penser-là. Parce que c'est tellement vrai. Je trouve que trop souvent... Moi, j'ai fait ça... Mettons, quand j'étais jeune, mon père travaillait beaucoup, fait qu'il était jamais à la maison. Fait que, tu sais, j'y reprochais ça. Mon père n'est pas là. Fait que si, ça... Ma mère était très mère-poule. Fait qu'on dirait que, tu sais, je me sentais comme pogné. Puis je pense qu'un peu plus vieux, un peu comme toi, en fait, à 19 ans, je suis parti. J'ai commencé à voyager. Mais je pense que le fait d'avoir eu des parents qui étaient très protecteurs envers moi a fait que j'ai commencé à voyager puis j'ai sorti de mon cocon. Tu sais, on m'a dit, là, il faut que j'explore le monde par moi-même. Puis trop longtemps, justement, j'ai blâmé mon père pour ci, ma mère pour ci. Mais m'amener à un certain âge, il faut que tu t'arrêtes comme, regarde, c'est ma vie, c'est mes choix. À un moment donné, je peux pas tout le temps blâmer le voisin, puis mon oncle, ma tante pour telle affaire. Tu sais. Puis je trouve qu'on est dans une société qui se victimise beaucoup. Moi, j'ai vécu ça. Moi, il m'est arrivé ça. Moi, ça, c'est à cause de mon voisin. Puis là, à un moment donné, je suis comme, tu peux pas tout le temps blâmer tout le monde pour ce qui t'arrive. À un certain point, tu dois prendre responsabilité. Malheureusement, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais le mouvement woke puis tout ce qui vient avec a amené une société de pâte molle, de victimes, de blâme sur les autres. Puis on dirait que les gens oublient maintenant que quand tu fais ça, tu as un doigt qui pointe vers l'autre, mais il y en a 3 qui pointent vers toi. Fait que chumé, va te regarder dans le miroir puis regarde ce que toi, tu peux faire. Puis comme le disait Gandhi, commence par incarner la solution. Incarne le changement que tu veux voir en l'étant toi-même dans ta manière d'être puis dans ta manière de faire. Puis si tu es capable de faire ça puis d'être ça, tu vas voir qu'autour de toi, ton environnement, progressivement, va commencer à changer. Il va y avoir un ménage qui va se faire parce que tu es dans une autre énergie. Là, on peut rentrer dans ce qui pourrait pour certains sembler ésotérique, mais tu demandes à la personne la plus intelligente qui a passé sur la planète, qui s'appelle Nikola Tesla. Et Nikola Tesla a dit... Il y en a qui vont dire, non, c'est pas vrai, c'est Einstein. On a déjà demandé à Einstein, ça fait quoi d'être le gars le plus intelligent sur la planète? Il a dit, je le sais pas, il faudrait le demander à Nikola Tesla. Mais Nikola Tesla a été retiré des livres et de l'histoire pour plein de raisons. On ne rentre pas là-dedans, l'énergie libre. Mais bref, Nikola Tesla a déjà dit, si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc, on est des êtres d'énergie qui syntonisent certaines fréquences, qui émettent des vibrations. Exactement. Et ça va attirer dans ta vie quelque chose qui va être proportionnel et en harmonie. Fait que, tu sais, c'est un niveau, c'est un spectrum. Tout est sur un spectrum de tu vibres très bas, puis là, tu attires des affaires qui sont dans cette énergie-là, ou plus haut, puis là, ben, ça attire quelque chose qui est dans cette énergie-là, puis tout ce qui se passe entre les deux. Alors, mettons la honte, la culpabilité plus en bas, puis la peur, puis en haut, tu as plus ce qui est l'amour, la gratitude, etc., la joie.
Alors, quand tu comprends ça, ben, tu te dis, OK, comment je peux moduler ma fréquence, ma vibration, mon énergie pour influencer ma réalité. Ouais. Puis là, il y en a qui entendent ça et qui se disent, mais de quoi il est pété raide. Puis il y en a d'autres qui font, ah, ben oui, évidemment. Mais ça, c'est un cheminement à se rendre dans cette perception-là de la réalité. Parce que pour bien du monde, tu es dans une réalité, ça peut être très limité. Ouais. La réalité, le monde dans lequel on vit, peut être une prison, 100%. tout comme ça peut être un paradis. Ça dépend uniquement de comment ça se passe en dedans, comment c'est ajusté, est-ce qu'il y a des croyances limitantes qui sont comme des mauvaises herbes qui pullulent dans ta réalité, puis ça fait que ça prend le dessus, ou au contraire, que c'est nettoyé, c'est un jardin, que tu y sèmes certaines choses, certaines croyances, et que ça prend une place qui te permet de percevoir des choses, d'attirer des personnes, des circonstances, des événements dans ta réalité qui vont faire en sorte que, OK, ben, tu récoltes ce que tu sèmes, mais ça part de toi, à l'intérieur. Oui. Parce que tu dirais que tu as commencé à avoir cette façon de penser-là après ton voyage dans le Sahara? Ça a été l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, évidemment, ça a été la peur de mourir. Tu as 19 ans, tu te sens invincible. Puis là, pour mettre un peu le monde en contexte, à 19 ans, je décide de faire un voyage spirituel après la lecture du livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est la légende personnelle, puis le langage de la vie, tout ça. Puis là, je suis comme, OK, je veux trouver, moi, c'est quoi ma légende personnelle? T'sais. Fait que là, je décide de faire un voyage, un pèlerinage. Puis de fil en aiguille, il faut dire que ça fait 25 ans de ça, là. Mais de fil en aiguille, je me retrouve en Afrique du Nord, au Maroc, dans le désert du Sahara, mais pas dans un voyage touristique. Là, je suis tout seul avec mon sac à dos, avec une tribu de nomades berbères dans le désert, puis on s'en va faire un pèlerinage. Moi, je les suis tout simplement pendant 3 semaines. Et je me retrouve pris dans une tempête de sable où je deviens extrêmement malade la 6e journée. Puis, tu sais, pendant une tempête de sable, là, ça brasse de partout. Fait que t'as pas le choix de faire des bivouacs, mais là, on n'a même pas le temps de monter les tentes. Alors, on se réfugie sous nos chameaux. Puis on met des couvertures qu'on attache après les pattes. Fait que tu es en dessous de ton chameau, puis t'attends. Mais ça dure 3 jours de temps, mon affaire. Puis en plus, je suis malade. Puis là, je m'affaiblis, je me déshydrate, je vomis, ça sort des 2 bords. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai 19 ans, mais je me dis, vas-tu mourir? Wow. Tu sais, t'as 19 ans, tu te sens un peu comme invincible dans la vie. T'sais. Ben oui, à 19 ans, sky's the limit. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Puis là, je me dis, je vais-tu crever? T'sais. Puis là, si je suis pour crever, si je regarde ma vie, là, ça a l'air de quoi? Puis là, je réalise qu'il y a plein d'affaires que j'ai négligées, que j'ai procrastinées, que j'ai encore des conflits avec du monde qui ne sont pas résolus, que j'ai des pardons à faire, que j'ai des excuses à faire, que j'ai des potentiels non développés qui sommeillent en dedans de moi, que c'est comme, let's go, l'embraye, là, parce que la vie, c'est bien plus court puis bien plus fragile que tu penses. Juste là, mettons, on parlait là, tantôt avant de commencer, puis tu me disais, moi, j'ai 30 ans. Puis là, je fais, hey, c'est vrai, j'ai 47 ans, fuck. Mais dans mon cœur, là, moi, j'ai l'impression qu'on est à la même place, dans le sens, je me sens comme je suis un gars de 30. Mais je me regarde le miroir, puis là, le reflet que le miroir m'envoie, c'est un gars, un monsieur, tu sais, avec une femme, un enfant. Puis là, je me dis, tu sais, ça a dormi passé vite. Puis là, OK, là, c'est comme... Fait que, tu sais, à chaque stade de vie, tu réajustes tes affaires. Mais bref, ça, c'est pour moi, à 19 ans, la peur de mourir puis de passer à côté de ma vie, ça m'a tellement secoué que ça a amené une urgence chez moi de réaliser ma légende personnelle. Puis dans le désert, dans cet événement-là, où j'ai, pour la première fois, pris conscience que ce que je rêvais de faire dans la vie, c'est d'être un communicateur. Ouais. Puis que je voulais, entre autres, communiquer par le biais des conférences. Dans le temps, les médias sociaux, ça n'existait pas. Fait que pour moi, c'était, je veux devenir communicateur, je veux donner des conférences, c'était ça mon objectif. Alors, quand je suis revenu, j'ai déployé toute mon énergie à devenir ça, mais tu veux devenir conférencier dans la vie, il n'y a pas d'école de ça, il n'y a pas de cours à l'université, il n'y a pas de formation. Fait qu'à l'époque, c'était tu te débrouilles, tu sais, fait que, où tu commences. Fait que pendant 10 ans, j'ai travaillé dans le monde de la restauration, j'étais serveur. Puis en même temps, je suivais des cours, des formations. Puis là, je faisais des essais-erreurs. J'allais donner des conférences gratuites dans des écoles, dans des clubs optimistes, des chevaliers de colons, toutes sortes de petites organisations qui me recevaient. Puis là, j'allais pratiquer mes affaires, un peu comme un humoriste va tester son matériel dans un bar. Moi, je le testais de cette manière-là, jusqu'au jour où... Tu sais, il y a une phrase qui dit « Le maître apparaît quand l'élève est prêt ». Tu as sûrement déjà entendu ça, Alex? Bon, ben, cette phrase-là, le maître, là, c'est pas toujours nécessairement un être humain, une personne. Des fois, ça peut être des circonstances, ça peut être des événements, ça peut être même une problématique, quelque chose de tough, de l'adversité qui est placée sur ton chemin, mais ça te pousse à sortir le meilleur de toi. Bon, moi, à un moment donné, je me suis retrouvé, j'avais 27 ans, à passer une audition, puis du jour au lendemain, je me suis retrouvé sur un show de télé
dans une station télé très populaire au Québec qui s'appelle TVA. Puis c'est devenu le show le plus populaire du Québec. Ça s'appelait Le Banquier. Je portais une valise, je faisais pas grand-chose. Mais, c'est en plein ça. Mais ça a comme ça m'a comme ouvert les portes du show business. Fait que là, du jour au lendemain, j'étais dans des magazines à potins. J'ai écrit un livre, il est devenu best-seller en 2 semaines. J'allais faire les talk shows puis tout ça. Fait que c'est comme si, du jour au lendemain, ça l'a ouvert. Mais moi, ça faisait déjà 10 ans que je me préparais par en arrière à livrer un message puis être conférencier. Fait que quand ça s'est arrivé... T'étais prête, là? Ben, tu sais, la définition de la chance, là, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Exactement. Fait que j'étais super prêt. L'opportunité est arrivée. Je l'ai saisi, puis là, ben, ça a levé d'un coup. Est-ce que tu crois à la chance? Oui. D'une certaine façon. Attention, d'une certaine façon. Je pense que la vie sourit aux audacieux. Fait que la chance, c'est une combinaison de préparation et d'opportunité. Donc, à partir du moment où tu es préparé, ça, c'est ce qui est 100% ton contrôle, la responsabilité. À partir de ce moment-là, tu as l'opportunité. Mais l'opportunité, comment tu fais pour avoir du contrôle dessus? Ben, selon les plus récentes études, il y a une part d'audace puis il y a une part de capacité à développer ce qu'on appelle son acuité sensorielle. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est tu finis toujours par trouver ce que tu cherches dans la vie. La question, c'est qu'est-ce que tu cherches? N'importe qui nous écoute en ce moment, pose-toi cette question-là. En ce moment, tu es à l'affût de quoi? Tu cherches quoi? Il y a pas des centaines de milliers, il y a des millions d'informations disponibles, tant au niveau visuel, auditif, olfactif, gustatif, dans ton ressenti, kinesthésique. Partout. Qu'est-ce que tu perçois? Parce que ton corps, il ne peut pas en percevoir plus que 5 à 7 à la seconde, des informations, des stimuli. Fait que qu'est-ce que tu vois dans toute cette grosse poutine-là qui est la réalité? Qu'est-ce que tu perçois? Bien, je vais te dire, tu perçois ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches? Tu es à l'affût de quoi? Il y en a dans la vie qui cherchent des opportunités de s'élever, de grandir, de connecter, de contribuer, puis c'est ça qui se passe. Puis il y en a d'autres qui cherchent la marde. Oh my God! Puis ils la trouvent. Wow! Ils la trouvent! Parce que c'est ça qu'ils cherchent. Fait que qu'est-ce que tu cherches? Vrai. Alors, la chance, oui, j'y crois, en ce sens que si tu te prépares au mieux de tes capacités, puis que tu es à l'affût de ce que tu cherches, d'une potentielle chance, d'une potentielle opportunité, ça va être présenté sur ton chemin. Wow, OK. Parce que moi, je crois beaucoup justement à tout ce qui est énergie, vibration, qu'on parlait tantôt. Puis j'associe un peu la chance à ça. Tu sais, moi, mettons, avec mes parents, il y a quelques années, ils avaient passé une passe vraiment difficile. Puis tu disais, c'est difficile. Mais je suis comme, quand tu dis que c'est difficile, t'attires le difficile aussi. Exactement. Moi, j'ai vraiment cette mentalité-là. Puis je suis comme, exact. Les mots ont du pouvoir. Les mots ont tellement de pouvoir, tu sais. Puis je trouve que si tu es tout le temps positif, ou du moins tu essaies d'être positif, même dans un moment plus difficile, t'attires le positif. Tu sais, moi, je crois beaucoup à cette façon à cette vision-là. Tu sais, je pense à même Conor McGregor, qu'on parlait tantôt. Tu sais, il a dit, ce que tu vois ici, c'était le courage de le dire, mais tu es à 50% de réussite. Absolument. Puis moi, je crois beaucoup à ça. Tu sais, c'était le courage de dire ce que tu penses. Tu vas peut-être... T'as des gens qui vont se tourner contre toi, t'as des gens qui vont plus vouloir être avec toi, mais c'est un signe aussi que la vie t'envoie que ces gens-là ne font peut-être pas partie de ton futur. Fait moi, je crois beaucoup à ça. Fait qu'on dirait le mot chance, j'essaie beaucoup de le changer avec plus je suis très choyé. Tu sais, mettons avec ma copine, je dis souvent que je suis très choyé qu'elle soit dans ma vie et non que je me trouve très chanceux. On dirait que j'aime moins le côté chance parce que pour moi, la chance, c'est pas quelque chose qui se contrôle. C'est quelque chose... Pour moi, gagner le loto, c'est la chance. C'est dans le sens que tu grattes, t'as gagné. Mais quand tu crées ton futur, pour moi, c'est plus l'énergie, les vibrations que tu envoies. C'est plus d'attirer ce que tu veux. Genre. Fait qu'on dirait que j'ai un peu de difficulté avec ce terme-là. Je comprends. Puis c'est sûr que c'est parce que la chance, c'est quelque chose qui peut être vraiment aléatoire. Oui, en ce sens exact. que justement, c'est un billet de loterie. À ce moment-là, on peut dire, OK, tu as été chanceux ou malchanceux. Ça dépend, justement, le poids et la signification que tu mets sur le mot. Parce que tu demandes à 10 personnes leur définition de la chance, c'est somme toute un peu subjectif. Oui. C'est pas tout le monde qui va avoir la même définition. C'est comme là, toi, tu viens de me donner ta définition, que j'aime pas tant la chance parce que c'est ça. Fait que moi, je préfère utiliser le mot choyé. Par exemple, moi, je vais dire je suis béni. Tu sais. J'aime beaucoup ce mot-là parce que je trouve qu'il est porteur de sens à plein de niveaux. Tu sais. Fait, je me dis, je suis béni d'avoir ma blonde, je suis béni d'avoir ma fille. On est béni, on est tellement bien. C'est-tu bon? Alors, ça dépend toujours, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que moi, je fais bien attention avec tout ce qui est pensée positive. Ça me tape un peu ses nerfs en ce sens que
Mettons, je vais citer Martin Seligman, qui est le père de la psychologie positive. Lui, il compare les deux, c'est très intéressant. Il va dire, mettons, le mouvement de la pensée positive, c'est tu sors dehors, puis là, tu vois des mauvaises herbes, puis tu dis, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes. La pensée positive, souvent, va impliquer une part de déni. Ouais. Tu dis, non, ça va bien, ça va bien. Non, mais c'est parce que tu le mets sous le tapis. Ouais. Tandis que la pensée positive, d'ailleurs, dont un cursus est enseigné à l'université de Harvard aux États-Unis. Fait que c'est pas rien, là. C'est pas juste des affaires fleurs bleues, arc-en-ciel et beau soleil. Tu vas étudier la psychologie positive, il y a une responsabilisation puis une implication qui est tout autre. En ce sens que tu sors dehors, tu vois des mauvaises herbes, tu te dis « Ah, ça me gosse, je me sens pas bien avec ça. » OK, tu descends de ton balcon, tu vas les arracher. Ouais. « Ah, je me sens beaucoup mieux. » Alors, il y a quelque chose qui est une combinaison entre le savoir-faire et le savoir-être. Puis lui, ce qu'il explique, c'est que dans les 3 niveaux de savoir, mettons, tu as connaissance générale. Ensuite de ça, tu as le savoir-faire qui est le QI, qui est la résolution de problèmes, ce qui est très primé dans notre société. Sinon, tu as le savoir-être. Et le savoir-être, c'est le QE et le QR, quotient émotionnel et relationnel. OK. Lui, ce qu'il explique, c'est que dans le triangle du savoir, le QE et R, émotionnel, relationnel, le savoir-être, il est responsable entre 80 à 92 % de ton bonheur, ton bien-être, la résolution des problématiques dans ta vie. Wow. Donc, c'est pas nécessairement ce que tu sais, ni comment tu l'appliques, c'est ce que tu es. Alors, ce que tu es, c'est quoi, mettons, en gros, c'est ton savoir-être. Donc, ton savoir-être, c'est quoi? C'est tes attitudes, ton ou tes attitudes. Les attitudes que... Puis ça revient à quoi? Ça revient à ta fréquence puis à ta vibration. Ta vibration. Quand tu l'étudies en mode un peu plus ésotérique, spirituel ou même scientifique à un autre niveau, là. Alors, le savoir-être, ton quotient émotionnel et relationnel, il influe 80 à 92 % de ton bien-être et de ton succès dans le quotidien. C'est tellement fort. Ben oui. Ouais. Parce qu'il y a même en fait, l'étude la plus vieille au monde de Harvard, il y avait étudié... Oui, exact, en relation. Puis c'est ce qu'il disait, les gens qui vivent le plus longtemps puis qui ont une plus belle vie, qui sont plus heureux, entre guillemets, c'est les gens qui ont le plus de relations entre eux puis qui sont en train d'entretenir ça. Ouais. Fait que c'est extraordinaire de voir l'impact que les gens ont aussi sur notre vie. Tu sais, c'est beau de travailler sur toi, mais aussi de travailler avec les relations autour de toi. Tu sais, toi, tu travailles sur toi d'être dans le plus positif possible puis d'aller le mieux possible, mais tu t'entoures de juste des gens qui sont super négatifs puis qui tirent vers le bas. Ça va être difficile aussi pour toi d'évoluer à travers tout ça. Ça en dit beaucoup sur toi. C'est toujours un processus intéressant de voir les gens qui t'entourent. Parce que je vais te sortir une phrase philosophique, on va dire de même. La vie, puis là, mettons, je pourrais dire aussi, entre guillemets, Dieu, mais Dieu, c'est très stigmatisé. Fait que la vie, Jésus, Bouddha, le Krishna, on met l'inconscient, le subconscient. C'est pas tout le monde. Puis encore là, croyant, ça veut dire quoi? Il y en a qui vont dire c'est religieux, d'autres vont dire c'est la foi en quelque chose de plus grand que toi. Exact. Alors ça, c'est très délicat comme sujet. Enfin, je vais dire la vie, OK? Un beau mot qui passe pour tout le monde. La vie va placer des personnes et des circonstances sur ton chemin pour t'enseigner, pour te montrer, pour te faire percevoir où tu n'es pas libre. Wow! OK, j'aime ça. Fait que dans ta réalité, là, ceux qui nous écoutent, qui se disent OK, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si tu as une relation qui te tire vers le bas, qui te vampirise ton énergie, qui est considérée comme toxique, on va dire, mais c'est un cadeau de la vie. Tu as un enseignant devant toi sur mesure pour t'enseigner quelque chose. Peut-être que c'est l'affirmation, peut-être que c'est la prise de décision, peut-être que c'est la coupure, peut-être que c'est... Peu importe, mais tu as un enseignant qui est là pour te montrer, hey, regarde, tu vois-tu, ça, cet aspect-là de ta vie, là, c'est pas guéri, t'es pas libre. Puis à l'opposé, si t'as des relations, mettons, tu me parlais de ta blonde, à quel point t'es connecté, tout ça, t'as du fun, bon, ben ça t'enseigne que, hey, sais-tu quoi, cette partie-là de ta vie est harmonieuse, donc en dedans de toi, il y a de l'harmonie par rapport au côté relationnel amoureux. Mais c'est peut-être pas la même chose au niveau professionnel, collègue, ou c'est peut-être pas la même chose au niveau familial, ou frère-sœur, ou peu importe, tu sais. Alors, t'as toujours des enseignants sur mesure sur ton chemin qui sont là pour te montrer où t'es pas libre. Puis est-ce que tu as tout le temps eu cette philosophie-là? Non. Ça, c'est des années d'essais-erreurs, d'apprentissage, de souffrance. Parce que ce que tu comprends pas par la sagesse, la vie te l'enseigne par la souffrance. Oui. Pas pour te punir, pour attirer ton attention. Parce que quand ça va bien, tu fais le party. Quand ça va mal, tu réfléchis. Alors, elle te frappe pour te dire « Hey, oh! Youhou! Rouvre tes yeux, là! Rouvre tes yeux! Sors de, le déni, là! Sors de là! Sors de là! Parce que, ultimement, le but de la vie, c'est d'évoluer. C'est de grandir. C'est de s'ascensionner. Fait que si tu restes cristallisé, pogné, croûté à la même place, ben la vie, elle va tout faire pour te secouer puis te permettre de passer à la prochaine étape. Wow! La question, c'est pas si la vie, elle te parle. La question, c'est est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu portes attention?
Ah, c'est tellement bon, j'aime tellement ça. Puis ça, j'ai dit, est-ce que tu as appris ça avec, justement, comme ça, tes embûches, tes moments plus difficiles? Est-ce que c'est parce que tu es coach de vie aussi? Est-ce que c'est à l'école que. Ben, la formation, en fait, que. Comment t'es en arrivé à avoir cette pensée-là? C'est un combo de bien des affaires. Je te dirais que mon cheminement a commencé par de la lecture. Dans ma vingtaine, j'avais une bibliothèque de livres de croissance personnelle. Puis ça a été mes premiers balbutiements, mettons, mes premiers moments d'éveil, de prise de conscience, de ça, c'est possible. C'est comme si là, je semais des nouvelles croyances dans ma tête par rapport à ce qui était possible, par rapport à comment la vie fonctionnait, l'univers fonctionnait. C'est un Newton qui rentre, un Newton qui sort, un Newton qui sort, un Newton qui rentre. Tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée. Puis là, quand tu comprends ça, tu comprends que tu es artisan bien plus que tu penses de bien des affaires dans ta vie. Fait que là, tu peux pas être dans le mode victime. Puis là, c'est comment comprendre la danse, puis comment ça marche, cette patente-là. Fait que là, tu évolues dans ta réflexion. Là, tu suis des formations. Ben, moi, dans mon cas, j'ai suivi des formations. J'étais allé voir des coachs, j'ai fait de la thérapie pour me guérir, pour me libérer, pour m'alléger. Parce que veux pas, m'en t'as des croûtes. Puis tu réalises avec le temps, comme moi dans mon cas, que c'était pas à propos d'en rajouter, c'est à propos d'en enlever. Puis plus tu en enlèves, plus tu deviens libre d'être toi, puis d'incarner qui t'es vraiment. C'est un peu comme si tous les êtres humains, on est tous identiques et en même temps, on est tous complètement uniques. On est tous des expressions parfaites et uniques de la vie, avec une contribution qui nous est propre, que nous seuls pouvons faire dans la société puis dans la vie. Mais la plupart des gens ne sont pas conscients de ça, parce qu'ils sont trop pris dans... Ça s'améliore un peu, là, mais on est tellement pris dans cette espèce de prison conditionnée de société où tu nais, puis tes parents t'enseignent sans le vouloir que l'amour, c'est rationné. Si tu fais ça, c'est bien, je t'aime, je te récompense. Si tu fais ça, c'est mal, je te mets en punition, puis je me détache de toi. Alors, tu comprends vite qu'il faut que tu sois d'une certaine façon si tu veux avoir de l'amour. Et donc, tu peux pas être pleinement toi-même là-dedans. Puis là, quand tu arrives dans le milieu scolaire, c'est 6 fois pire, 10 fois pire. Parce que là, on t'enseigne à rentrer dans le moule, à te conformer, à lever la main. Attention, là, je comprends qu'on a besoin de structure, tant dans le micro de la famille que dans le macro de la société. Mais c'est tellement poussé à l'extrême que beaucoup d'enfants perdent leur connexion avec la source, avec leur fréquence unique, à leur essence unique. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se conformer puis rentrer dans le moule. Alors, tu continues dans ce mouvement-là, puis là, tu arrives dans la société puis le monde du travail, puis là, ça prend encore plus de place. Fait qu'à un moment donné, tu te réveilles, puis tu te reconnais pas dans le miroir, tu sais pas t'es qui, t'es une version édulcorée de toi-même, puis là, tu fais « fuck ». Puis là, tu te sens vide puis mal à cause de ça. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai passé par là, moi aussi. Et à travers cette souffrance-là, qui était très enseignante pour moi, ben je me suis dit, je veux pas me contenter de ça. Ça se peut pas que ce soit juste ça, la vie. Fait que j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Je suis passé par toutes sortes de chemins, toutes sortes d'expériences, à plein niveau. Là, on pourrait shooter dans 10 directions différentes, Alex, pour essayer de me guérir, d'évoluer, puis d'être un être humain de plus en plus libre. Parce que dans le fond, mon objectif, c'est ça. C'est d'être de plus en plus libre dans la vie. Intérieurement, avant extérieurement, on s'entend. Là. Parce qu'être libre financièrement, c'est une chose. Mais être libre de la prison de son esprit, ça, c'est un exercice. Wow! Puis là, tu disais que tu avais commencé à étudier ça dans la vingtaine. Mais je veux dire, c'est très jeune. Là. Je regarde autour de moi. Tu sais, moi, j'ai la fin vingtaine, là, 29. Là. Mais mes chums proches ou même mon entourage, il y en a très peu qui sont dans le développement personnel, qui sont dans le lire justement le développement personnel, prendre des thérapies. Il y en a de plus en plus maintenant, les gens qui font ça, mais je trouve que c'est encore quand même rare. Fait qu'est-ce qui t'attirait aussi jeune vers ça? C'est drôle, j'avais cette conversation-là avec mon meilleur ami quelques jours de ça. Ah ouais? Parce qu'il y a une affaire qui est importante de mettre en contexte, c'est que tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un de ne pas savoir ce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Effectivement. Il ne sait pas. Ouais. Par contre, mon point, c'était la curiosité, c'est un trait de caractère que tu peux développer. D'être curieux, je veux comprendre les choses, je veux aller plus loin que... Dans cette société-là qui est amorphe, qui est atrophiée, qui est de plus en plus dans le blâme, comment tu peux te responsabiliser puis te dire hey, moi, je veux plus, je veux exprimer plus de moi, je veux avoir plus de la vie. Puis là, tu comprends avec le temps que si tu veux que la vie te donne plus d'elle, il faut que tu donnes plus de toi à la vie. Wow! Puis quand tu es dans le service,
Quand tu es dans l'énergie de donner de toi avec les autres, professionnellement parlant, amoureusement parlant, là, il y a un shift dans l'énergie qui fait que ça commence à revenir à coups de raz de marée. J'en suis un témoignage vivant à tous les niveaux. Mais oui, la plupart des gens, une majorité des gens de nos jours sont bien ensommeillés, bien endormis. Puis ça prend des crises pour les secouer, pour les shaker, pour les amener à ouvrir les yeux. Oui. Puis je le dis avec beaucoup d'humilité, là, c'est pas comme si j'étais un illuminé qui avait compris la vie. Là. Au contraire, plus je vieillis, puis plus je dois m'incliner avec beaucoup d'humilité et de respect devant le grand mystère de « je le sais pas ». Ouais. Je comprends pas grand-chose. C'est ça qui est intéressant parce que moi, je trouve que quand j'avais 16-17 ans, moi, je savais tout. Je connaissais tout, je savais tout. Puis plus tu vis, t'es comme finalement, j'étais vraiment clueless. Je connaissais vraiment rien de la vie. Ouais. Tout ça, je trouve intéressant, c'est qu'on dirait que t'as comme début 20, en tout cas, moi, dans mon cas, début vingtaine, mi-vingtaine, il y a comme eu un switch. J'étais comme, hey, finalement, il y a tellement de choses que j'ignore de la vie que je pensais que je savais, que finalement, pas du tout. Puis je pense que moi, c'est beaucoup en commençant à voyager, justement, que j'ai réalisé tellement de choses. J'étais comme, wow. Moi, j'ai eu le luxe de voyager jeune à cause du milieu de la mode. Je me suis promené pas mal à cause de ça. Mm-hmm. Puis j'étais comme, il y a tellement de choses que je sais pas. J'étais dans des endroits dans le monde que je me disais, eux, ils ont vraiment rien, puis ils sont heureux. Moi, j'ai un toit, je peux manger 3 repas par jour, j'ai un téléphone qui vaut 1000 $, puis je trouve quand même le moyen de chicaner sur toutes sortes de niaiseries. Fait, ça t'ouvre les yeux de voir le monde extérieur, de voir des gens qui sont très satisfaits, heureux avec très peu, que finalement, toi, t'es rempli de matériel, t'es rempli d'amour, puis t'es comme... c'est vraiment très fort ce que tu dis là, en ce sens que la majorité des gens, quand ils réussissent à syntoniser la fréquence de la gratitude, puis qu'ils réalisent à quel point ils sont bénis ou choyés, leur vie commence à se transformer. Totalement. Parce que la plupart des gens sont dans un état d'ingratitude, dans un état de manque permanent. Quand je vais être heureux quand je vais avoir ça, quand je vais faire ça, quand il va se passer ça. Il y a tellement de conditions pour être heureux que finalement, ils se retrouvent pris dans une cage, sont prisonniers de cette réalité-là. Puis, oublie ça, c'est quasiment irréalisable dans la manière où la structure qu'ils se sont créées pour avoir droit au bonheur. Tu sais, la plupart des gens là, qui nous écoutent, ils réalisent pas que toi, moi, puis tout le monde qui nous écoute, là, on fait partie du 5% des plus privilégiés sur la planète. Pense-y 2 secondes, pas juste avec ta tête, descends ça dans ton cœur. On fait partie du 5% des êtres humains sur la planète Terre les plus riches, les plus prospères, les plus en sécurité au monde. Même là, si tu vis dans un 3,5, là, t'as ta machine à café, t'as de l'eau potable, t'as de la nourriture, t'as de quoi manger, t'es en sécurité, il n'y a pas de bombe qui explose. Tu es absolument privilégié. Puis même que, là, je le ramène à ici maintenant, là, mais retourne 300-400 ans en arrière, même. Retourne 800 ans, 1000 ans en arrière. Le plus pauvre d'entre nous ici en ce moment, il vit de façon plus confortable et plus riche que le plus grand des seigneurs de l'époque, là, quasiment. Tellement. Tu sais, avec ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait, oui, peut-être il y avait un certain niveau de luxure, mais aujourd'hui, avec la technologie, avec ce qui nous est disponible, mais ça, les gens, ils ne réalisent pas, puis surtout ceux qui se sont fait pogner dans le piège des médias d'information grand public, qui bien souvent font juste nous cracher du venin, du fiel, de la peur, nous massent, nous pétrissent l'être de peur et de contraction. Ceux qui se font pogner dans le piège de tout ça, oublie ça, sont quasiment en perdition parce que tout ce qu'ils réussissent à percevoir, c'est ce qu'on leur montre, c'est-à-dire de la peur, de la guerre, de la récession, de la contraction. Moi, dans ma réalité, il y en a de moins en moins de ça. Je suis pas dans le déni, je dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que je mets mon énergie ailleurs pour élever ma fréquence et ma vibration, puis je le vois différemment, je le perçois différemment, puis aussi je perçois tous ces événements-là sur la Terre comme des trucs qui shake le pommier un peu, à plein de niveaux pour éveiller l'humanité. Mais quelqu'un pourrait être ici et dire, ben voyons donc, t'as perdu la tête, c'est n'importe quoi ce que tu dis là. Je ne m'obstinerai pas contre cette personne-là. Mais moi, dans ma perception des choses, tout ça, ce sont des mal nécessaires parce que ce qu'on ne comprend pas par la sagesse, on doit l'apprendre par des événements douloureux. Alors, l'humanité n'est pas juste ponctuelle à une petite personne ou deux ou un petit groupe, mais l'humanité en général, on est encore des adolescents dans notre manière de faire. Il est temps qu'on step up un peu notre game. On était des enfants, on est des ados, là, tu sais. Mais il serait peut-être temps qu'on commence à évoluer vers l'âge adulte, un peu plus sage, qui est avec des valeurs tellement simples quand tu y penses, là, tellement fondamentales que tous les grands maîtres spirituels ont enseigné la tolérance, la bienveillance, le respect, l'amour,
la conscience de l'impermanence, de la vie, de la fragilité. Traite les autres comme tu voudrais qu'ils te traitent. Juste ça. Si tu commences à faire ça, traite les autres comme tu voudrais qu'ils te traitent. Tu sais, tu es à l'épicerie, le caissier, la caissière, tu t'en vas au dépanneur, la personne à qui tu fais ton paiement. Si c'était ton frère plutôt que juste un figurant pas rapport nowhere, peut-être que tu ne serais pas sur ton téléphone en train de t'en foutre, puis tu ferais juste faire un sourire. Puis juste ça, ce serait une contribution bien plus grande que tu peux t'imaginer pour bien du monde. Puis peut-être que ça te reviendrait bien plus que tu penses aussi. Ça, c'est tellement vrai. Moi, j'ai commencé à juste faire je dirais peut-être depuis 2 ans au moins. C'est juste des fois, je mange dans la rue, je fais des sourires aux gens, puis c'est fou, la réaction. Tu sais, juste, tu vois le visage des gens s'illuminer à cause qu'ils leur juste fait un simple sourire. Là. S'ils sont présents dans ce moment-là. Parce que la plupart sont avec leur face d'écran de veille. Comme un ordi, là, c'est un écran de veille. Ils sont pas là. Ils sont là, mais ils sont pas... je le remarque depuis la pandémie, là, les gens se sont déconnectés. Ouais. Ils sont déconnectés parce qu'il y a trop de souffrance, trop de mal de vivre, trop de mal-être. Alors, les gens sont là, mais ils sont pas là. Est-ce que tu trouves qu'on a accès à trop d'informations? Oui. Ouais, hein? Bien, surtout à différentes qualités d'information, qui bien souvent, l'information n'est pas de grande qualité. Et si tu es ce que tu consommes, si ton corps, tu es ce que tu manges, ben tu deviens aussi ce que tu consommes au niveau de l'information. C'est pour ça que, par exemple, moi, ça fait des années que je ne consomme plus de nouvelles. Pas parce que je ne veux pas savoir ce qui se passe dans le monde, je finis par le savoir d'une manière ou d'une autre, mais je ne suis plus intéressé à cette qualité d'information-là qui, à mon avis, est médiocre. Dans ma perspective, c'est médiocre, ça ne me sert pas. Alors, je ne laisse pas ça rentrer dans mon système. Je ne laisse pas ça rentrer dans ma conscience. Je préfère m'en protéger. Alors, je choisis avec beaucoup de vigilance et beaucoup de bienveillance pour moi-même l'information que je consomme pour être certain qu'elle m'élève plutôt que de me tirer vers le bas. Et jusqu'à présent, je considère que ça a été très efficace pour moi. Ça me fait penser c'est un vieux film, là, c'est sûr, ça prend une référence, pas tout le monde connaît ça, mais Indiana Jones, c'est l'Arche perdue. Tu sais, à la fin, là, quand ils disent, là, ils rouvrent l'arche, là, puis là, t'as toute la gang de nazis. Puis là, il est avec Marion. Puis là, il dit, Marion, regarde pas, ferme tes yeux. Puis là, il est comme, non! Puis là, il rouvre l'arche, puis finalement, tous ceux qui ont les yeux ouverts, les soldats nazis, se font tous décimer par une espèce de puissance surnaturelle. Moi, je vois un peu ça comme ça, les médias de masse. Ferme tes yeux puis écoute pas quand ça passe parce que le 3/4 du temps, c'est de la boîte puis ça va juste t'amener dans une énergie basse de contraction et de peur puis ça va te faire percevoir quelque chose de la société qui ne t'est pas utile puis qui te sert pas. Fait que protège-toi de ça. Fait que c'est ce que je fais depuis plusieurs années puis je considère que ça a été très efficace pour moi. Bien, en fait, je suis d'accord parce que même tantôt, je ne veux pas revenir sur la pandémie, là, on a fait le tour, là, mais j'avais recommencé à aller le journal. Puis j'étais comme non. À part me tirer vers le bas puis me faire de la peine, j'étais comme Fait que j'ai juste fermé ça puis j'étais comme non. C'est vomi de chat. Oh ouais. C'était vraiment pas utile. On dirait que c'était juste des mauvaises nouvelles puis on dirait qu'il veut pas quand tu lis des mauvaises choses, ben là tu penses à ça puis là j'étais comme non, ça va déjà assez mal de même. Oui, exactement. Puis l'objectif c'est oui, c'est ça, de se remonter, non de se redescendre. J'aimerais aussi revenir un peu avec ce que tu as vécu dans le désert, parce que je trouve que c'est quand même très unique comme expérience. Puis tu disais, tu as dit quelque chose de super intéressant, tu as dit, j'étais en dessous de mon chameau, j'essaie de me protéger, puis je me disais, est-ce que j'ai assez aimé mes proches? Il y a des gens à qui je dois m'excuser, j'ai pas atteint mon plein potentiel. Quand tu es sorti de ça, puis tu es revenu à Montréal, est-ce que tu es parti un peu, entre guillemets, sur une couille que tu voulais réaliser plein de choses en même temps par peur que la vie s'arrête? Oui. Et j'ai réalisé assez rapidement qu'il existe le rythme de l'homme et le rythme de la vie. Tu peux pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. OK, j'aime ça. Tu peux pas crier après un arbre pour que son fruit grossisse et mature plus rapidement. Alors oui, il y a certaines choses qui sont en ton pouvoir, dont tu es responsable. Et celle-là, c'est ton devoir, c'est ta responsabilité, c'est ta mission de te mettre en action. De savoir ce que tu sais en dedans de toi, savoir faire, ce que tu sais qu'il faut que tu fasses. Par contre, il y a aussi un côté, un aspect résilience, acceptation, lâcher prise. En fait, si je te les donnerais en étapes, là, je te dirais accueil, acceptation et transformation. Il y a certaines choses qui ont besoin d'un rythme, qui ont besoin de temps. Puis tu peux être le gars le plus motivé au monde, puis tu peux être la personne la plus
crinquer sa planète, mais certaines choses nécessitent un certain temps. Et ça, si tu t'obstines à te battre contre ça, non seulement tu vas dilapider ton énergie, mais tu vas aussi perdre ta motivation par peut-être manque de résultats immédiats. Encore plus dans notre société de résultats immédiats où tu veux être diverti. Tu sais, écoute, là, Insta, Facebook, n'importe quoi, nomme-les. Là, tu sais, c'est comme tu veux manger vite un micro-ondes, tu veux être diverti dans la radio, tu pars, on est tellement saturé de rapidité qu'on a oublié nos racines, que l'humain, je dis pas n'est pas fait pour être dans ce rythme-là, mais a besoin de downshifter de temps en temps. Tu peux pas tout le temps être en 5e vitesse. Parce que le moteur, à un moment donné, l'aiguille dans le rouge, là, tu finis par brûler. Il faut que tu downshift en 3, en 2, en 1. Alors, je diverge un peu de ta question de... Oui, je me suis lancé comme un démon, un débile, puis la vie m'a enseigné que il y avait un temps pour tout. Fait que ça m'a pas pris. Mais ça revient à la phrase classique de souvent on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10. Ce que j'ai accompli en 1 an quand je suis revenu du désert de 20 ans à 21, à 22, à 23, j'étais déçu. J'étais pas fier de moi. Ouais. Ben oui, parce que je trouvais que ça avançait pas. Et concrètement, je trouvais pas que c'était des étapes claires, franchies, comme des marqueurs, comme des kilomètres quand tu fais un marathon. T'sais. Sauf que quand je regardais ma vie à 30 ans, je fais « Oh, OK, là, on est rendu ailleurs. » Comme aujourd'hui, je regarde ma vie à 47, là, le dernier week-end, j'étais avec un ami très proche, j'étais avec ma blonde, puis j'ai fait « OK, ma vie est vraiment rendue ailleurs. Là, il se passe de quoi? » Mais... il y a du temps. Et des efforts. Et de la stratégie appliquée, puis des trucs d'ajustement puis de fine-tuning, parce que c'est pas juste des soleils et des arcs-en-ciel. Là, dans la fin trentaine, moi, j'étais sur le bord de me suicider. Là. 37 ans, j'étais en dépression, complètement dépendant au cannabis, sur le bord de faire faillite. À 37 ans, avec tout ce que je savais. Fait que là, de dire comment j'ai fait de me retrouver là. Comment ça se fait que c'est rendu ça, ma vie? J'ai 37 ans, j'ai lu tous les livres, j'ai suivi les formations, je donne des conférences, le monde me voit comme Midas, ce que je touche, je le transforme en or, puis là, tout s'écroule devant moi. Mais la vie est toujours en train de t'enseigner, il y a toujours une prochaine étape. C'est comme un oignon. Tu t'enlèves la pleure, il y en a un autre, il y en a comme des poupées russes. Fait que j'étais rendu une prochaine étape de mon évolution que j'ai traversée, rebâtie. J'ai recommencé sur des bases plus solides, plus fermes. Avant, c'était sur du sable. Puis là, c'est devenu sur du béton. J'aime ça. Et là, sur le béton, j'ai bâti quelque chose dans les 10 années qui ont suivi qui font qu'aujourd'hui, je peux te dire, c'est pas toujours facile. C'est vrai. Mais je crois vraiment qu'il y a une force bienveillante qui t'aide, qui te guide, qui est là pour toi. Mais il faut que tu écoutes. Il faut que tu aies l'humilité d'écouter. Wow! Puis, est-ce que, justement, un peu sur cette phase-là de ta vie, je voulais un peu qu'on aille là. Tu as aussi un divorce, je pense? C'est une séparation, en fait, avec la mère de ma fille. À ce moment-là, c'était comme beaucoup de choses en même temps. Est-ce que tu sentais un peu la pression d'être, comment je pourrais dire, un peu l'homme parfait, ou est-ce que, tu sais, justement, avec les livres, tous tes livres étaient tes best-sellers, puis tu parlais beaucoup de croissance personnelle, puis d'aller bien. T'avais-tu une pression de je dois montrer que je suis heureux, je dois montrer que je réussis bien, je dois montrer ce tir? Est-ce que tu avais tout ça en même temps? Ah, tellement. Ouais. Puis des fois, je regarde les coachs de vie sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, je me dis, c'est lourd, pauvres autres. Pas facile. Là. Hey, c'est un rôle qui est pas facile parce que, oui, OK, tu veux projeter l'image du succès ou du bien-être ou du bonheur ou de l'élévation. Mais en même temps, on est tous humains, puis on a tous nos histoires, puis on a tous nos... Tu sais, un de mes mentors me disait « La somme de tous les vices est égale pour tout le monde. » Fait que... La somme de tous les vices est égale. Ça peut être différent d'un à chacun. Il y en a que c'est plus apparent, puis d'autres, c'est plus caché. Mais la somme des vices, pour chacun des êtres humains, est l'équivalent. C'est juste parce qu'il y en a, c'est caché, puis tu le vois pas. Tu sais, comme moi, c'était caché. Fait que j'avais ma façade de Monsieur Parfait que je projetais à tout le monde. Ouais. Regardez-moi comment ça roule. Je suis beau, je suis bon, j'ai du succès, je donne des conférences, puis j'utilisais ça dans le tapis. Puis à l'époque, c'était la naissance des médias sociaux, Instagram, Facebook, tout ça. Fait que j'utilisais mes médias sociaux pour milquer ça aussi, puis montrer à tout le monde... Cette apparence-là. Puis je le faisais sans vouloir mal faire. C'était pas mal intentionné, c'était maladroit. Puis aussi, ça partait d'un vide intérieur de je voulais être validé, je voulais être aimé. Il y avait des affaires que je n'avais pas guéries, tu sais. Mais justement, à un moment donné, la vie me l'a mis d'en face solide. De là, tu vas arrêter de faire assemblant. Wow. Puis c'est là où ça a commencé avec justement, une séparation de la mère de ma fille.
où j'avais projeté pendant longtemps que c'était donc parfait, ma vie, tu sais. Puis là, du jour au lendemain, le gars qui est supposé être le coach amoureux, qui a écrit 3 livres sur l'amour, se sépare. Exact. Puis là, en plus que je me sépare, mais là, je me réveille, puis comme je te disais il y a 2 minutes, je me réveille dans ma grosse maison, puis là, je suis sur le bord de la perte parce que je vais faire faillite dans 2 mois. Je suis tout le temps gelé parce que je veux engourdir mon mal de vivre. Mon identité est en train d'imploser parce que si je suis pas monsieur parfait, je suis qui? Je le sais pas. Wow. Fait que là, je suis devant une crise existentielle, puis je suis dans une méga dépression de... J'arrive pas à voir le bout, là. C'est comme tous les aspects de ma vie s'écroulent en même temps, là. Tout. Puis là, j'ai pas comme 20 ans ou 20... Tu sais, j'ai 37 ans, là. Je suis dépassé par les événements. Fait que oui, aujourd'hui, tu sais, je regarde les coachs de vie puis leur manière de faire. Puis il y en a, je les regarde aller, je me dis, tu te cuisines de te peinturer dans un coin de... On a tous des hauts puis des bas. Ouais. On a tous des difficultés, on a tous des problèmes dans la vie, des défis, tu sais. Fait que de projeter que t'es donc parfait puis t'as donc compris puis t'es donc... Moi, j'y crois plus ou moins. Mais j'en vois qui ont un bon cœur. Puis aussi, il y en a qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Puis c'est des vrais stratèges. Puis c'est des vraies têtes. Puis des gens qui sont compétents dans ce qu'ils font. Puis c'est bon aussi. Mais moi, je l'ai appris à la dure. En ce sens que j'étais comme un perroquet savant. J'avais appris beaucoup de choses. Puis j'étais bon pour les sortir. Mais peut-être pas tant pour les vivre. Donc, j'étais pas en cohérence. Wow. J'étais pas en cohérence avec... Il y avait ce que je projetais, ce que je disais. Puis avec qui j'étais et ce que je faisais. Alors, entre les deux, il y avait un monde. Puis plus tu t'éloignes, à un moment donné, tu fais comme, OK, mais... tu sais, mettons, je te l'explique, je vais te l'expliquer rapidement. Là. Mettons que ça ici, cette main-là, c'est moi quand je nais. Je suis pur. Je suis dans l'énergie, je suis dans la source. Puis là, en vieillissant, mes parents, l'école, l'éducation, etc., ça fait que là, je m'éloigne de qui je suis. Je m'éloigne de qui je suis parce que je dois me conformer, puis je suis en train de devenir quelqu'un que je pense qu'il faut que je sois. Mon identité se construit, mon ego se développe là-dedans. Imagine qu'entre les deux, ce qui nous relie, il y a un élastique. Bon, l'élastique devient en tension puis en tension. L'élastique, c'est quoi? C'est la souffrance. Mais la souffrance, c'est pas là pour te punir. On est dans une société qui médicamente la souffrance plutôt que d'essayer de comprendre c'est quoi la cause. On traite la conséquence, la souffrance. Fait que la souffrance, l'élastique est là pour te dire, hey, t'es loin de ta nature véritable. Wow. Si tu reviens, tu t'apaises. Si tu t'en éloignes encore plus, tu souffres, puis on est paf! L'élastique pète. Puis là, quand il pète, ben, c'est quoi? C'est burn-out, c'est dépression, épuisement professionnel. T'es plus capable de fonctionner. Comme moi, ça m'est arrivé. Parce que j'ai trop médicamenté avec la fumette, mais il y en a, c'est de l'alcool, d'autres, c'est du sexe sans amour, d'autres, c'est l'achat compulsif de matériel, d'autres, c'est chacun sa patente, tu sais. Mais quand tu t'éloignes à un moment donné, si tu médicamentes trop longtemps, tu engourdis trop longtemps ta souffrance, plutôt que de la reconnaître, de respirer dedans puis de comprendre qu'est-ce qu'elle a à te dire, ça va te péter d'en face. Alors moi, c'est à 37 ans que ça m'a pété d'en face, mais ça a été la plus belle affaire au monde parce que ça m'a amené à un retour vers moi dans qui je suis vraiment, dans ma fréquence unique, dans mon essence unique. Puis depuis ce temps-là, ben la base en béton, je build là-dessus. Fait que je build plus à m'éloigner, je build à m'élever. Wow! Puis mettons, aujourd'hui, avec 10 ans plus tard, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à ce David-là à 37 ans? Attache ta tuque, ça va brosser. Ah ouais? Oh, Tilou! Oh! Je ne sais même pas qu'est-ce que je dirais parce que, honnêtement, là, c'est comme un peu comme un Spartiate qui a des cicatrices de guerre. Je les aime, mes cicatrices, j'en suis fier. Tu sais, comme en vieillissant, je regarde mon visage qui change, tu sais, un petit peu plus cerné, j'ai un petit peu plus de rigole, un petit peu plus de pas de doigts, tu sais, là, j'ai des petites taches de soleil, tu sais. Ma face, elle change, là, tu sais. Moi, j'étais le gars du banquier, 26, puis tout, puis là, je le vois que je vieillis, tu sais. Puis j'aime ça. C'est bizarre, mais en vieillissant, j'aime ça. Ben, tant mieux. Parce que c'est comme si c'est mes cicatrices de guerre. Mais j'en ai aussi qu'on ne voit pas sur mon cœur, tu sais. Mais elles font partie de moi. Fait que, est-ce que je me dirais quelque chose pour changer le cours des événements? Je pense pas. Tu sais, comme par exemple, je vais y aller en surface, là, mais par exemple, avec la mère de ma fille, tu sais, on s'est rencontrés, puis il y avait une attraction physique. Mais au début, tu te connais pas, puis tu es dans les phéromones, tu es dans l'excitation, tu te trouves beau, tu sais. Fait que là, tu apprends à te connaître, mais elle est tombée enceinte après 3 mois. Fait que les deux, on a décidé d'avoir l'enfant, mais on était très naïfs, puis on se connaissait pas. Puis on a réalisé, après pas beaucoup de temps, qu'on n'était pas franchement compatibles, tu sais. Mais on avait la valeur de la famille, puis on était 2 bonnes personnes. Fait que ça a fait qu'avec le temps, ben ça a bâti
une famille un peu dysfonctionnelle en ce sens que c'était fret en tabarnouche parce que on n'était pas fait pour... la compatibilité amoureuse n'était pas tant là, tu sais. Mais est-ce que j'irais voir David de v'là 10 ans pour lui dire « David, écoute, va pas là ». Non, parce que j'ai eu mon enfant avec elle. Puis aujourd'hui, ma femme, que j'aime profondément, on n'a pas eu d'enfant ensemble. T'sais, on a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que j'aurais pas eu d'enfant si c'était pas de cette rencontre-là. Alors, puis ça, c'est la même affaire au niveau professionnel, c'est la même affaire au niveau de plein de niveaux dans ma vie. Fait que plutôt que d'essayer d'aller dans le regret ou la culpabilité, qui sont très basses en vibration comme émotion, je préfère aller davantage dans la gratitude, de me dire je suis choyé, je suis béni d'avoir vécu ça, parce que ça a été des événements, oui, difficiles, oui, traumatiques, oui, stigmatisants, mais qui m'ont permis de m'élever, d'exprimer la lumière en dedans de moi. Tu sais, c'est comme la phrase un peu biscuit chinois, mais ça a fait des cracks pour permettre à la lumière de sortir. Tu sais, fait que ça a craqué ma carapace. Puis là, la lumière a commencé à sortir, puis à un moment donné, j'ai réalisé que j'en avais plus besoin de la carapace. Fait que je l'ai droppé. Fait que tu sais, le gars que tu as devant toi aujourd'hui, Alex, là, j'en ai pas d'armure. C'est pour ça, tu sais, tantôt, on est arrivé, ça t'a même surpris. Tu as dit, écoute, j'ai une couple de questions, puis là, je veux juste savoir s'il y a des choses que tu veux que j'évite. Puis là, je t'ai dit, ben non, demande-moi ce que tu veux. La carapace, l'armure, elle est plus là. Parce que j'ai réalisé que ma vulnérabilité, c'est mon invincibilité. Parce que j'ai rien à prouver. Moi, tu m'aimes pas, je m'en fous. Fait que ça fait que je me sens invincible. Je me sens invincible de par ma vulnérabilité. J'ai plus la façade de Monsieur Parfait à projeter, qui me séparait des gens, qui m'isolait aussi, qui créait un tampon entre les autres, mais qui faisait aussi que j'avais toujours quelque chose à prouver parce que je suis Monsieur Parfait. Ça, il n'y en a plus. Fait qu'il reste David, dans ce qu'il est. Fait que t'aimes pas, c'est correct. On peut pas aimer tout le monde dans la vie. Fait que ça se peut que tu m'aimes pas, puis je te tape ses nerfs, puis ça, c'est correct, je t'en paie avec ça. Fait que ça fait que je me sens quasiment invincible dans mon énergie, dans ma manière d'être, dans ma manière de faire. Je suis relax, tu sais. Ça a apaisé l'affaire. Parce que tu ressens plus le besoin d'être aimé ou de plaire aux autres. Non, parce que j'ai compris que le plus important et l'essentiel, c'est que moi, je m'aime. C'est d'ailleurs le titre de mon 6e livre, Aime-toi et la vie suivra. C'est qui raconte mon passage. Tu sais, de plus tu t'aimes, plus tu donnes de l'amour, là, tout d'un coup, les portes du ciel s'ouvrent. Là. Tout change. Ta relation avec les autres change. Ta relation avec la vie change. Ta relation avec ton créateur, si tu y crois, change. Parce que si tu t'aimes pas toi, tu peux pas aimer les autres parce que tu t'en sens... Ta relation avec ce qu'est l'amour est dysfonctionnelle. Si t'es pas capable de te donner de l'amour à toi, comment veux-tu en donner vraiment aux autres? Si tu te fais pas confiance à toi, comment veux-tu faire confiance aux autres? Si tu t'honores pas toi, comment veux-tu honorer les autres? Honorer la vie, honorer le créateur? Tu peux pas. Ça part par toi. La clé de voûte, c'est ça. Le chemin, il n'est pas vers l'extérieur, il est vers l'intérieur. Puis quand tu comprends ça, puis c'est un exercice, ça se fait... Oui, tu le comprends, puis après ça, c'est pas du jour au lendemain. Ça demande une certaine pratique spirituelle, ça demande un cheminement, ça demande des prises de conscience, de la guérison, de la libération. Mais quand tu comprends ça, puis tu vas vers l'intérieur, puis tu fais le ménage... Tu sais, on est dans une société, je vais te l'expliquer vite, là. On est dans une société où ce qui a été primé beaucoup, c'est la croissance personnelle. Tony Robbins, l'évolution. T'es capable, vis avec passion. C'est beau. La croissance personnelle, ça fonctionne. Mais il y a aussi sa contrepartie, qui est souvent négligée, qui est la guérison personnelle. Puis les deux fonctionnent main dans la main quand tu décides de les unir, puis c'est là où tu t'élèves vraiment. La guérison personnelle, c'est plus le cheminement qui va demander justement de la libération, de la thérapie, d'aller voir un coach, de te libérer de certaines affaires. Fait que d'une part, tu as la volonté, puis de l'autre part, tu as t'alléger. C'est un peu comme une montgolfière. Tu sais, l'être humain, c'est comme vivre une vie d'humain, c'est comme faire un voyage en montgolfière. Mais pour que ta montgolfière elle prenne de l'altitude, tu peux le faire de deux manières. Le premier, c'est la volonté. Chauffe de l'air. Sauf qu'à un moment donné, il manque de gaz, puis ça redescend. Puis le deuxième, c'est tu as des sacs de sable sur le bord de ta nacelle, tu les détaches, puis tu les drops. Puis là, tout d'un coup, tu es plus léger, tu t'élèves plus facilement, puis avec moins d'effort. Fait que quand tu comprends que c'est pas juste la volonté, mais qu'il y a aussi là-dedans la libération, puis tu utilises les deux, là, tu t'élèves. Là, tu prends de l'altitude. Wow! OK, ça, c'est vraiment fascinant. Parce que, tu sais, je trouve aujourd'hui, on est beaucoup dans le paraître avec les réseaux. Fait que je trouve qu'on ne travaille pas assez sur notre personne, sur nous, comment on interagit avec les autres. Il y a de moins en moins de... Tu sais, c'est niaiseux, mais je vois juste à l'épicerie de moins en moins de gens qui ouvrent la porte aux personnes âgées. Je trouve qu'on est très focus sur nous-mêmes.
Puis là, je trouve ça intéressant parce que tu dis, faut qu'on se regarde nous, faut que on part de la base de nous. Mais où est-ce que tu penses qu'il y a l'équilibre entre être égoïste, mais de prendre conscience que nous, on doit guérir X, Y, Z? Moi, j'appelle ça de l'égoïsme altruiste. Okay. Ça commence par toi. Okay. Quand tu prends soin de toi d'abord, les autres vont profiter de répercussions positives à plein de niveaux. Mais ça commence par toi. À partir du moment où tu prends soin de toi puis tu es bien en présence des autres, tu as envie de prendre soin des autres. Si tu te donnes à toi-même, tu as envie de donner aux autres. Mm-hmm. Si tu alimentes la joie dedans de toi, tu es joyeux avec les autres, ton énergie, ta vibe fait en sorte que les gens se sentent bien en ta présence. Fait que pour moi, l'équation, sans équivoque, ça commence de même. Faut que tu t'occupes de ton shit, gère tes affaires, gère-toi. Puis ensuite de ça, le reste va se faire naturellement. Sauf que je comprends ta question qui est peut-être à un autre niveau que oui, c'est vrai qu'on est dans une société narcissique, on est dans une société égoïste, puis on est dans une société où c'est le je me moi. Ouais. Puis la ligne est très mince parce que, encore une fois, je pense que ça commence par toi. Et également, tous les plus grands maîtres spirituels l'ont enseigné, le dévouement et le service. Si tu veux donner de la valeur à ta vie, ajoute-en dans celle des autres. J'aime ça. Puis le jour où tu comprends ça, puis tu le fais par des actes de service, par des... Tu sais, ça peut être une écoute attentive à quelqu'un qui a notre besoin. Ouais. Ça peut être un regard bienveillant à quelqu'un que tu croises. Ça peut être une pièce que tu donnes à un itinérant. Mais ça peut être aussi quelque chose de bien plus grand que ça. Ça peut être dans ton dévouement, ça peut être avec ton chum ou ta blonde, ça peut être au travail, de donner le kilomètre de plus, le 13e dans la douzaine. Puis de le faire, bien, ça fait en sorte que ça met en mouvement une énergie qui inévitablement va te revenir, qui est ce qu'on appelle le karma. Mais cette énergie-là, les gens, la raison pour laquelle des fois, ils continuent pas dans ce mouvement-là, c'est parce que c'est pas une science exacte, en ce sens que c'est très exact dans un Newton qui part, un Newton qui revient, mais c'est pas toujours de la même personne, c'est pas toujours en temps réel. Fait que des fois, ça te revient, mais ça te revient avec intérêt composé 1 an plus tard, 6 mois plus tard, 1 jour plus tard. C'est différent. Alors, l'essentiel là-dedans, c'est de comprendre que puis ça t'amène à un niveau spirituel encore plus élevé, là, mais tu le donnes pas pour recevoir, tu le donnes juste parce que tu es heureux de le donner, mais tu sais que ça va te revenir, mais tu le donnes pas pour... Je vais te donner un exemple, de ça, OK? Tu sais, admettons avec ma partenaire de vie, Anne-Marie. Moi, je pense qu'il y a 3 niveaux dans une relation amoureuse. Le premier, c'est un niveau très superficiel égoïste. Je veux répondre à mes besoins. C'est je me moi. Fait que je rencontre quelqu'un pour qu'elle me réponde à mes besoins. Puis ça, on le voit dans les relations avec des pervers narcissiques ou des relations toxiques. La personne pense juste à elle, puis elle manipule, puis elle joue avec l'autre, elle brise le cœur. Ça, à mon avis, c'est le paiement de karma que tu vas avoir à un moment donné dans cette vie-ci ou un autre. Ça t'appartient. Le deuxième niveau, c'est un peu plus transactionnel. Je t'exprime mes besoins, tu m'exprimes tes besoins, puis on répond mutuellement à nos besoins. Ça, c'est beau. Ça peut durer à long terme. Ça marche, c'est le fun. Okay. À travers la communication. Ouais. Ça fonctionne. Le niveau encore plus élevé, c'est je t'aime tellement, puis tu es tellement importante pour moi, que je suis prête à oublier mes besoins, puis juste répondre aux tiens sans attendre à ce que tu répondes aux miens. Là, quand tu passes à ce niveau-là, ça prend du temps. Je ne dis pas que c'est ça la première journée. Là. On s'entend. Là. Moi, ça va faire... on s'en va vers notre 10 ans. Là. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Mais je peux te dire que je suis dans cette énergie-là avec elle. Que je suis dans ce désir-là de prendre soin d'elle, que je l'aime tellement que même si, mettons, pendant une semaine, elle est fatiguée, elle n'est pas là, elle ne peut pas répondre à mes besoins, que ce soit, peu importe le besoin, who cares? Je suis rendu à un point où je veux vraiment prendre soin de toi, puis je t'ai choisi, puis je t'accompagne. On s'accompagne là-dedans. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'en même temps, ça fait quoi? Ça fait qu'elle aussi, elle veut répondre à mes besoins autant. Puis des fois, on s'obstine à qui c'est qui va répondre aux besoins de l'autre le plus, là, tu sais. Parce qu'il n'y a plus d'attente là-dessus à ce niveau-là. On n'est plus en négociation, c'est plus transactionnel. Alors, tout ça pour dire que c'est un peu délicat, cette question-là. C'est infiniment compliqué. C'est pas si simple que ça, parce que tu peux dire « donne », mais par exemple, il y a une phrase dans la Bible qui dit « ne donne pas tes perles aux cochons ». En fait, ils disent pour saint, là, donne pas tes perles aux cochons. Ça peut bien être donner, mais si tu donnes à des preneurs qui sont égoïstes et narcissiques, tu donnes dans le beurre. Ben oui. Non seulement ça ne te reviendra jamais, mais là,
la vie t'a placé quelqu'un sur ton chemin pour t'enseigner où t'es pas libre, c'est-à-dire que là, peut-être que tu donnes juste parce que tu as un désir de validation ou d'approbation, tu sais. Alors, à ce niveau-là, c'est... Mais parfois aussi, c'est je donne juste parce que j'ai le désir de donner puis je veux qu'on s'élève là-dedans. Alors, il y a bien des nuances, il y a bien du gris, c'est pas juste tout blanc ou tout noir. Wow! Ah, j'aime tellement ça. Mais je sais, tu vas me dire que tu as eu beaucoup de cicatrices pendant arriver là. Mais c'est vraiment une belle sagesse de penser comme ça. C'est vraiment une belle sagesse que tu as aujourd'hui de voir la vie de cette façon. Puis, tu sais, malgré ce qui t'est arrivé, tu aurais pu dire, moi, j'ai pas été chanceux, mais tu avais telle affaire, mais tu l'as viré, entre guillemets, d'une bonne façon. Je te remercie. Je le prends. Oui, bien, ma partenaire Anne-Marie, elle me dit tout le temps ça. Elle me dit, t'es un bon étudiant. Fait que je crois beaucoup à ça. Ça fait, je pense, 2 ou 3 fois, je l'ai dit depuis le début du podcast, mais la question, c'est pas si la vie, elle te parle. La question, c'est si t'écoutes. Si t'écoutes, oui. Parce qu'elle va toujours communiquer avec toi en plaçant des personnes sur ton chemin, des circonstances, des événements, des problèmes. Fait que la question, c'est portes-tu attention? Es-tu alerte? Puis est-ce que tu es en mesure d'appliquer les enseignements puis d'ajuster, fine-tuner en cours de route? Puis c'est souvent des petits changements, c'est pas grand-chose, mais quand tu les prends, les intègres, c'est là où tu commences à prendre de l'attitude. Fait que c'est d'être un bon étudiant de la vie. De ne pas se percevoir comme un enseignant, mais plutôt comme un étudiant. C'est pour ça que moi, partout où je vais, les gens, c'est mes professeurs. Peu importe ils ont quel âge. Moi, mes meilleurs professeurs, là, ils ont en moins de 10 ans, soit dit en passant. Parce qu'ils m'enseignent comment vivre. Ils m'enseignent c'est quoi la joie. Que tellement d'êtres humains croûtés perdent avec les années parce que ça, c'est une caméra, ça, c'est un... Ils mettent des mots et des étiquettes, ils savent. Puis ils arrêtent de s'émerveiller. Puis si tu regardes des enfants, comment ils ont la capacité de connecter entre eux. Ils se connaissent pas, ils arrivent dans un parc. Ça prend 30 secondes, c'est rendu des amis. Puis ils se parlent, puis ils échangent, puis ils rient, puis ils rigolent pour des niaiseries, des conneries, mais ils ont du fun. Puis ils se couchent le soir, puis ils sont pas en train de tourner les affaires dans leur tête, là, pas se stresser. Ils sont juste bien, puis ils s'endorment dans les bras de Morphée, puis ils sont en paix, apaisés. Hey, ça, c'est pas un enseignement, là. Dans une société là, où on prend des pilules à côté, ça botte, où on n'est pas bien, on a nos mal de vivre. Ça, c'est des enseignants. Ah mon Dieu, je trouve ça tellement beau parce que c'est vrai, je trouve la vulnérabilité puis la naïveté des enfants, c'est tellement magique. Puis on a tous passé par là, on a tous été dans cette phase-là que peu importe qui on rencontre, peu importe comment qu'il est, c'était notre ami, puis on avait du fun, mais plus on grandit, plus on a des traumas, on a des difficultés. Puis là, on dirait que toutes nos définitions changent. Puis là, on voit les gens avec des différences. On voit ci, on voit ça. Mais enfant, tu vois rien de ça. Enfant, tu étais juste content d'avoir un ami avec qui tu veux parler ou jouer avec le sable. Tu sais. Je trouve ça, c'est tellement vrai, ça. Tu nais, tu te fais briser, traumatiser, tu as des blessures. T'étreignes, à un moment donné, tu deviens conscient, tu as l'âge adulte, puis là, tu réalises, tu décides, tu choisis ou pas de te guérir, de te libérer, totalement. D'évoluer. Là, le travail commence. Ouais. Puis là, rendu là, là, tu passes à une autre étape, puis c'est des étapes, une après l'autre, puis il y a toujours une prochaine étape. C'est ça, vivre. Tu dirais, c'est quoi ta définition du bonheur aujourd'hui? Oh boy! Hey, la question à 100$. Pour moi, très personnellement, c'est très simple. Hein? C'est juste d'être en famille, d'être avec ma famille, d'être avec les gens que j'aime le plus. Moi, dans mes valeurs, la santé et la famille, c'est mes valeurs les plus élevées. Ce qui fait en sorte que il n'y a rien de plus important pour moi que d'être avec ma fille, puis d'être avec ma blonde, puis de passer du temps avec eux autres. Puis d'être avec, par exemple, mes amis très proches, puis j'en ai pas beaucoup. Là. Je ne sais même pas sur les doigts d'une main. Là. C'est le plaisir dans les choses simples. Vraiment, c'est très, très simple. Juste la connexion, passer du temps avec les gens que j'aime, puis ça fait 10 fois que je le dis, mais c'est ça. Juste d'être avec le monde que j'aime. Puis ça, c'est avec les années, ce que j'ai développé, mais particulièrement même avant ça, c'est d'être bien dans mon soute, d'être bien avec moi. Dans mon habit de cosmonaute, qu'on appelle un habit d'être humain terrestre, là, d'être bien dans cette soute-là. Ça m'a pris du temps. Ça a été long. J'étais têtu. Je n'ai pas toujours été un bon étudiant. Fait que j'étais têtu, contracté, apeuré, dans mon ego. Puis là, à un moment donné, je me suis ouvert à une autre réalité. Puis ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait progressivement.
Il est venu un moment où je me suis réveillé et j'ai fait OK, je suis bien. Oh, ouais, c'est le fun, ça. Oh. Je suis donc bien en paix. Je suis donc bien dans. Je me sens donc bien. Je suis serein, tu sais, sérénité, je suis apaisé. Puis cet état-là, je l'aime vraiment. Tu sais, j'ai quelques états préférés là, dans des états altérés que j'aime beaucoup, comme la joie intense, justement, la connexion, la gratitude, tu sais. Fait que pour moi, être dans cet état-là, c'est ça le bonheur. Ben oui, puis surtout la gratitude, c'est une énergie et une fréquence tellement haute. Là, ben oui, c'est Parce tellement... que quand t'es là, tu s'intonnes ça, fait que ça rentre encore plus. Ben oui. Puis si maintenant tu repenses au David en dessous de son chameau, qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui? T'aurais-tu un conseil que tu aimerais donner, quelque chose? Je lui dirais, je sais que des fois, tu n'auras pas l'impression, là, mais fais-moi confiance, je te donne ma parole. Tu n'es jamais tout seul. Wow, j'aime ça. Tu n'es jamais seul. Il y a une présence qui est toujours là avec toi. Toujours, toujours. Elle est là en ce moment. Puis cette présence-là, si tu la laisses entrer, si tu lui fais de la place, si tu l'écoutes, tu vas être guidé à un niveau de pas idée. Fait qu'apprends à écouter, apprends à observer, apprends à porter attention, puis agis en conséquence de ce qui t'est montré. Puis tu vas voir, ça va vraiment bien aller. Wow, j'aime vraiment ça. Puis la dernière question que je pose à tous mes invités, sens-toi très à l'aise d'y répondre si tu veux. Comment va ta santé mentale? Ma santé mentale va à 95% extraordinaire. J'adore ça. 95% extraordinaire. Le 5% qui est peut-être pas extraordinaire, c'est parce que comme tout le monde, on a des cycles, on a des hauts, on a des bas. Alors, je réalise que j'étais dans une période, je viens juste de conclure là, une période particulièrement occupée. Puis quand je vais trop longtemps dans l'aiguille dans le rouge, ma santé mentale, je la sens diminuer un peu. Elle s'effrite parce que j'ai un grand, grand besoin de solitude, de connexion, de moments sacrés, de pratiques spirituelles pour m'enraciner. Fait que pour moi, la culture du hustle and grind, j'ai rien contre, mais c'est un peu à l'antipode de ma nature puis de mon essence. Je suis capable de travailler fort pendant des petits short bursts, mais trop longtemps, je pique du nez puis je viens que c'est comme il n'y a plus rien qui fait du sens. Alors là, je suis à 95% parce que je viens juste de me sortir d'une période pas mal occupée. Fait que j'ai presque comme un 2 mois où j'ai des petites affaires, mais rien de majeur. Fait que là, je vois l'été qui arrive où je vais me déposer tranquillement, puis je vais juste réajuster mes affaires, fine-tuner, serrer des vis, polir un peu l'affaire pour repartir, mais plus légèrement peut-être pour la prochaine saison. Mais ça va particulièrement très, très bien. Je disais même, je peux peut-être finir là-dessus, pour moi, là, la vie, c'est comme une pizza. Puis t'as des pointes. T'as la spiritualité, t'as le professionnel, t'as les finances, t'as amoureux, t'as familial, t'as peu importe ce que tu veux rajouter là-dessus, amical, tu sais. Fait que t'as comme des pointes de pizza. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, bon, il y en a une, c'est juste, il y a du pain, l'autre, il y a de la sauce tomate, l'autre, celle-là, 2, 3 petits morceaux, tu sais, puis il y a du fromage. Ma pizza, là, Alex, pour la première fois, là, 47 ans, est all dress, la totale, ça déborde de partout. Ah ouais, j'ai une méchante belle pizza all dress. Fait que ma santé mentale est à 95 facile. Ah ben, je suis vraiment content d'entendre ça. C'est une très belle façon de finir. Un gros merci pour ton temps, David. Ça me fait plaisir. Puis s'il y en a qui veulent en savoir plus sur moi, ben c'est facile. Je suis des médias sociaux, David Bernard, YouTube, Instagram, TikTok. Je vais mettre tous tes liens dans la bio. davidbernard.ca, je pense. Là, c'est là où tu vas, puis tu vas tout trouver. Un gros merci pour ton temps. Merci, Alex. Merci beaucoup. Ça va? T'es content? Je suis plus que content. Plus que content. C'est extraordinaire. Vraiment, là. C'était